Allez, du retour au village des antiquaires de la gare, RCF Vaucluse. Enregistrement tous les jeudis. Pour ceux qui veulent venir assister, n'hésitez pas à venir nous voir sur le thème aujourd'hui, les emballages, le recyclage, l'éco-conception. On va parler de l'upcycling et parmi les invités, bonjour Franck Bonfils. Bonjour Teddy. Vous parlez bien dans le micro. Vous êtes déjà venu sur RCF Vaucluse. Vous racontez votre histoire de jeune entrepreneur, le roi à Carpentras de Juste Bio. On va refaire une piqûre. C'est qui, c'est quoi Juste Bio? Alors en fait, NRDC, qui est une société qui a été créée il y a 20 ans à Carpentras, est un spécialiste des fruits secs, et en particulier des fruits secs bio. On est présent en grande distribution et on vend essentiellement aujourd'hui dans un concept qui est le concept du vrac. Le cœur de métier de l'entreprise, comme je le disais, le fruit sec, et j'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans ma cuisine en faisant cuire des cacahuètes, en faisant des chouchous. Et aujourd'hui, l'entreprise compte 140 salariés à Carpentras, dans un site qui est moderne et qui répond en fait à deux engagements majeurs de l'entreprise qui sont d'une part la réduction du gaspillage alimentaire et d'autre part la réduction des emballages polluants. Alors cette entreprise, vous êtes leader, je crois, pratiquement. Vous êtes l'un des leaders de ce genre de produit. Oui, on est effectivement les leaders des fruits secs et graines bio en vrac, en grande distribution. Alors le vrac, c'est quelque chose aussi, on parle des emballages, de cette conscientisation du consommateur. Le vrac, les gens sont de plus en plus sensibilisés par cette problématique. Effectivement, j'étais très heureux d'entendre l'exposé là, de Veolia qui est extrêmement intéressant et d'une start-up sur la prise de conscience massive qui existe autour de l'emballage. Nous, on a choisi en fait de se dire que le meilleur des emballages et le moins polluant, c'est celui qui n'existe pas. Et c'est celui qui n'existe pas sur un marché qui est un marché de mass market, celui de la grande distribution française. Donc on a choisi d'essayer de supprimer un maximum d'emballage autour de nos produits, autour de nos fruits secs, et d'aller le proposer en grande distribution en France il y a maintenant 6 ans de ça. Donc pour l'histoire, c'est une histoire en fait d'engagement personnel et de curseur qu'on pousse de plus en plus loin, puisque l'entreprise, comme je le disais, était spécialiste des fruits secs, c'était son cœur de marché. Donc les fruits secs, on les a fait de moins en moins gras, de moins en moins sucrés, de moins en moins salés, pour il y a 12 ans de ça, les passer au bio, et puis commencer à se poser la question de dire est-ce qu'il y a une logique à vendre des produits bio dans des emballages en plastique lourd. C'était un peu contre-productif. Et donc il y a 6 ans, je suis allé voir un magasin en me disant j'aimerais bien essayer de vendre mes produits sans emballage, donc en vrac. On m'a expliqué que ça ne fonctionnerait pas, puisqu'il y avait beaucoup trop de contraintes autour de la traçabilité, autour de la démarque, autour de l'hygiène, de la sécurité, etc. Donc il nous a fallu inventer un concept qui nous permette de vendre nos fruits secs bio en vrac. Alors ce concept justement, ce sont les meubles que l'on voit dans les grandes surfaces, ces placards où effectivement on vient, c'est ça le nouveau concept. Exactement, en fait c'était le concept du vrac, donc il a fallu trouver un meuble, donc construire un châssis métallique, trouver ce qu'on appelle des trémies, ces silos qu'on voit avec lesquels on se sert, et puis adapter nos emballages en plus gros conditionnement pour remplir ces silos. Ce concept-là s'est accompagné de ce qu'on appelle un full service, c'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place du personnel de Juste Bio qui est allé remplir les trémies et puis qui entretenait ces meubles, qui entretient ces meubles aujourd'hui encore, avec une durée de vie, on en parlait, la fin de vie des produits, mais il faut aussi parler de leur durée de vie, avec une durée de vie aujourd'hui qui est de 6 ans, au moins 6 ans, puisqu'en fait les premières trémies qui ont été installées il y a 6 ans sont toujours en activité. Il est important de préciser qu'à l'échelle de notre entreprise, à l'échelle de Juste Bio, qui traite à peu près 7000 tonnes de produits par an,
c'est 300 tonnes de plastique économisées. Et quand je dis économisé, c'est aujourd'hui on vend des kilos qui sont non conditionnés, c'est-à-dire que là où on avait 10 fois 100 grammes hier pour conditionner un kilo, aujourd'hui on a 2,5 kg dans un même sachet, et qui plus est, qui est dans un matériau biodégradable et compostable. Alors justement, quand on parle d'emballage, je vais chez vous, je choisis pas mes cacahuètes, mais les fruits secs, etc. L'emballage, c'est quoi? Vous n'avez pas misé sur le papier, sur... Alors, l'emballage final pour le consommateur, c'est un sac, un petit sachet en craft qu'il utilisera pour remplir ses produits. Les prochaines étapes essentielles sur les avancées du vrac et sur le développement du vrac, c'est de permettre au consommateur de venir avec son propre emballage. Ouais. Ça serait encore une avancée majeure sur laquelle on travaille. Mais en attendant, on a quand même un emballage vertueux qui est à base de craft et de matériaux compostables. Donc on a quand même un impact qui est limité. Et d'autant plus que même ce qui ne se voit pas, on a eu un vrai travail, puisque là on parle d'emballage primaire, c'est-à-dire celui qui contient le produit. Il ne faut pas oublier à quoi sert l'emballage, parce qu'on dit tous qu'on aimerait le supprimer, mais quand même un emballage c'est fait pour conserver le produit, et c'est fait pour le transporter. Donc on a un enjeu autour de ça. Nos produits sont conditionnés sous atmosphère protectrice, donc il faut trouver un matériau adéquat à ça, et derrière qui permette le transport. Mais si on réfléchit sur ce matériau, donc nous on a réfléchi et on réfléchit encore sur des matériaux innovants. Pour l'instant, on en est au biodégradable et compostable. Demain peut-être qu'on aura d'autres idées et sur du recyclé, recyclable, etc. Mais il faut aussi réfléchir à l'emballage secondaire, celui qui permet de transporter le produit. Et on a un carton, et sur le carton il y a une étiquette, et autour du carton il y avait un ruban adhésif. Et en fait, c'est une quête permanente, et moi je le prends un peu comme un challenge. C'est-à-dire que quand on a réfléchi à l'usine, on s'est dit, tiens, on pourrait basculer l'adhésif plastique qui permet de fermer le carton par le remplacer par un adhésif en craft. Alors c'était bien, on aurait pu s'arrêter là. Et on est allé un peu plus loin en disant, mais si on le supprimait complètement cet adhésif pour le remplacer par une colle d'origine végétale, donc on a des points de colle d'origine végétale qui viennent coller le carton, et sur le carton pareil, on collait une étiquette, 2 millions d'étiquettes par an. Donc on a remplacé cette étiquette dans un premier temps par du jet d'encre, mais on est allé encore plus loin, c'est de dire, le jet d'encre c'est encore du solvant et de l'encre, et donc on a remplacé le jet d'encre par un marquage laser qui a permis d'économiser lui aussi des quantités d'encre et de solvant importantes. Sacré engagement, bravo, justement, sacré engagement, vous allez réagir. Et alors, le plastique biodégradable, vous utilisez du plastique biodégradable, et vous avez une collaboration avec une société en Israël, je crois. Effectivement, Tipa, qui est un fournisseur de matériaux biodégradables et compostables, et je crois que le Veolia travaille aussi en collaboration avec eux. C'est une start-up qui a initié un peu cette démarche-là, et c'est la première avec qui on a réussi à travailler pour nous fournir ces billes en fait de matériaux qui nous ont permis d'extruder, on va dire un quasi-plastique, en tous les cas quelque chose qui ressemble beaucoup, mais qui permet surtout de continuer à conditionner nos produits tout en étant vertueux. Et c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Demain, on travaille sur le home compost. Pouvoir composter ça directement chez soi à domicile. On travaille aussi, comme je le disais, on ne s'interdit aucune piste. Pourquoi demain on ne travaillerait pas avec du craft? Pourquoi des matériaux papier? Pourquoi on ne travaillerait pas avec du recyclé, recyclable? Je crois que c'est, on le disait très bien, il y a une prise de conscience. La prise de conscience s'accompagne d'une espèce de diagnostic en disant qu'est-ce qu'on peut faire, et puis derrière c'est une quête permanente. Wilfried B-Side, comment vous réagissez par rapport à son engagement? Je trouve qu'on a des problématiques communes. L'emballage, vous l'avez dit, le transport, c'est important. Et là où je pense qu'effectivement il faut considérer toutes les pistes, le craft notamment, nous c'est une question qu'on s'est longtemps posée, qu'on se pose encore aujourd'hui, et je pense qu'il y a un vrai sujet à l'avenir à remplacer dans certaines applications, parce que c'est pertinent de le faire, de remplacer le plastique par le craft. Donc je pense qu'on partage pas mal d'enjeux sur cette partie-là. Fantastique.
Nicolas, prenez le micro. Comment vous réalisez? Vous connaissiez la société en Israël? Alors je connais la société en Israël, oui, effectivement, on peut parler effectivement sur son produit plastique compostable, parce que il y a un vrai fourmillement d'idées autour de tous ces plastiques. On se rend compte qu'il y en a pas mal qui sont prêts à arriver sur le marché. Il y a à peu près une petite dizaine de nouveaux plastiques qui seraient compostables. On connaît mal parce qu'ils sont nouveaux. Et ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y en a la plupart qui ne sont pas vraiment compostables, c'est-à-dire comme on peut l'entendre, en particulier on peut l'entendre, c'est-à-dire au fond du jardin. Ils sont compostables, mais dans des conditions industrielles, c'est-à-dire dans des usines de compostage. Et ces installations n'existent pas en France. Donc quand, voilà, jusqu'ici, en tout cas jusqu'à ce que la loi modifie les allégations de compostabilité, c'était souvent des plastiques qui étaient compostables théoriquement, mais qui au final ne l'étaient pas réellement. Alors là, la société s'en occupe, vous travaillez avec Kipa, effectivement, l'idée c'est vraiment d'arriver sur des plastiques qui sont compostables home compost, c'est-à-dire à domicile, ou en tout cas dans des conditions naturelles. Et ça, ça reste à prouver. Et nous, on travaille justement avec la société israélienne pour essayer de le prouver. Et ça demande à être testé parce que, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire si ce plastique est réellement compostable. Il l'est sans doute, mais ça mériterait quand même d'être vérifié. Et donc là, il faut le simuler. Donc on fait des tests en labo et en réel pour pouvoir, pendant 12 semaines, 18 semaines, dans des conditions bien particulières, à hauteur de 3, 4, 5, 10%, on intègre ces plastiques dans des mélanges de déchets verts, de pelouse et de biodéchets, voir dans quelles conditions ils se dégradent. Et est-ce qu'ils se dégradent vraiment? Et surtout, à la fin, est-ce que le compost obtenu est réellement du vrai compost, c'est-à-dire exempt de microplastiques? Parce que ce qu'il faut quand même éviter avec ces nouveaux emballages, c'est qu'on produise du microplastique et qu'on se retrouve avec des composts gavés de microplastiques qu'on va relarguer en terre, dans la nature. Et du coup, ces microplastiques, vu qu'ils n'auront plus des conditions de compostage idéales, ne vont plus jamais se dégrader. Alors ça va prendre 500 ans. Donc c'est vraiment une responsabilité, quoi. Donc c'est pas une idée qu'il faut rejeter, mais il faut l'accompagner, il faut la vérifier, il faut la tester, et il faut éviter de faire n'importe quoi et de se contenter de dire voilà, le fournisseur m'a dit que c'était compostable, je mets ça sur mon emballage et ça va bien se passer. Non, c'est un peu plus complexe que ça et il faut ça se travaille. Reprenez le microphone. Quand on est une jeune entreprise comme Juste Bio, parce qu'il est un jeune président, une jeune entreprise, quand on parle de ces nouveaux procédés, ces recherches, etc., pour une jeune entreprise, ce sont quand même des investissements relativement importants. Alors, plutôt que des investissements, je dirais que ce sont des paris. Ce sont des paris. Pour une jeune entreprise de 21 ans, donc qui a la chance quand même d'avoir un petit patrimoine et une petite expérience derrière elle, c'est sûrement plus simple que pour une entreprise qui se lance. Là où on se rejoint tous, c'est de se dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, start-up ou entreprise mature, on ne peut pas passer à côté de ces problématiques. Et je le répète, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises idées à partir du moment où on émule autour du sujet. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'une consommation différente, permet à elle seule de limiter les emballages polluants. C'est-à-dire que consommer du vrac, aujourd'hui, avoir des habitudes de consommation en vrac, permet de limiter la création d'emballages, qu'ils soient biodégradables ou non. Là, on ne se pose plus la question, il n'y en a pas. Donc c'est la meilleure des solutions. Donc la meilleure des solutions, c'est de consommer en vrac, c'est de limiter sa consommation d'emballage. Et d'autant plus dans la période dans laquelle on vit. Et Veolia a dû se poser la question, et d'ailleurs pour ma culture personnelle, je serais très intéressé de savoir ce qu'on va faire de ces 300 tonnes de plastique quotidien, de masques quotidiens qui sont produits en France. C'est-à-dire qu'en France, on produit 300 tonnes de déchets nouveaux tous les jours avec des masques. Et je me posais la question de savoir, est-ce que c'est traité? Est-ce qu'on sait traiter ça? Alors, on est en pleine recherche. Il y a des solutions de valorisation, mais il faut savoir que ces masques-là sont en plastique, en fait. C'est du polypropylène. Donc, c'est pas une filière qu'on avait jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il y ait l'émergence de cette volumétrie de masques importante. Et
mais on y avait quand même réfléchi. Donc là, on est en période de test. On a des solutions, des petites solutions, alors qui ne sont pas à hauteur des 300 tonnes par jour, hein, évidemment. Mais potentiellement, voilà, on va avoir des solutions de recyclage. Nonobstant, de pouvoir régler souvent la problématique de l'élastique, qui n'est pas du plastique, et donc qui est plutôt un perturbateur du recyclage, et de cette partie, vous savez, métal qui est là, et qu'il faut aussi enlever, si on veut pouvoir le recycler, sachant que 90% du masse, vraiment, est recyclable. Le tout est de trouver le bon procédé qui va permettre de pouvoir le régénérer et de refaire de la bille plastique qui va pouvoir être utilisée en extrusion. Donc c'est en cours là, on a déjà commencé nous chez Veolia à faire des tests à ce niveau-là. Et je sais que sur le marché, il y a quelques usines qui commencent à faire du compound à base de masques. Allez, comme ça. Merci beaucoup. On revient tout de suite.